Bien à vous, chers fidèles de la télévision rwandaise, en particulier vous, les inconditionnels de notre émission Majuscule et Propos, et notre rendez-vous hebdomadaire pour traiter des sujets variés d'actualité, tant nationale qu'internationale. Eh bien, aujourd'hui, nous allons revenir sur la sécurité de la région des Grands Lacs. En effet, pendant plus de 3 décennies, la région des Grands Lacs connaît de sérieux problèmes sécuritaires. Et au cœur de ces problèmes, c'est les FDLR qui minent la sécurité de cette région, mais un groupe qui malheureusement reçoit encore du soutien de certains États. Et on parle de la collaboration entre les FDLR et les forces de la République démocratique du Congo. Et depuis un certain temps, il y a une théorie qui a été inventée, c'est le concept de génocide qui a été développé par le gouvernement de la République démocratique du Congo. Mais pour certains analystes, c'est une manœuvre pour occulter cette menace que constituent les FDLR et pour d'autres intérêts que nous allons évoquer tout au long de cette émission. Est-ce que les FDLR constituent réellement une menace pour la sécurité régionale? Y aurait-il un lien entre les FDLR et la menace qu'ils constituent pour la sous-région et ce concept de génocide qui a été développé par le gouvernement de la République démocratique du Congo? Y a-t-il une relation avec le négationnisme du génocide et l'idéologie génocidaire qui se propage encore dans la sous-région et même bien en au-delà? Eh bien, pour traiter cette problématique de la sécurité régionale, nous avons le plaisir d'accueillir sur ce plateau 3 invités qui connaissent beaucoup la région. Avec nous, Madame Adeline Umutoni. Vous êtes journaliste d'investigation. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est un plaisir d'être ici. Merci. Et avec nous également le docteur Alex Mvuka. Vous êtes surtout spécialiste en résolution des conflits. Merci d'être avec nous dans cette émission. Merci de m'avoir ici. Nous sommes également avec Madame Jessica Mniza. Vous êtes chercheuse, doctorante en sociologie. Merci d'être des nôtres. Merci beaucoup. Et pour commencer avec vous, Madame Adeline, vous avez... au cours de votre travail de journaliste d'investigation, vous avez été plusieurs fois en République démocratique du Congo. Est-ce que réellement les FDLR constituent encore aujourd'hui une menace pour la sécurité régionale d'après ce que vous avez vu sur le terrain? Oui, bien sûr que c'en est une menace, mais il faut le dire dans 2 volets. Donc, il y a le volet d'un support qu'ils reçoivent, il y a le volet d'existence aussi. Oui. Et l'existence, il y a des gens qui nient leur existence, mais c'est la pire des idioties que j'ai jamais entendues durant mon séjour de journalisme d'investigation, parce que l'existence est bien réelle et bien remarquable, quoi. Donc, ça constitue une menace, bien sûr, parce que ces gens ont fait partie du génocide en 1994. Oui. Ça constitue une menace aussi parce que leur idéologie n'est pas morte. Ils ont aussi des enfants, c'est ça le point sur lequel j'allais parler. Donc ils ont eu des enfants. Il y a eu même, durant mes investigations, où j'ai trouvé qu'ils faisaient venir les filles du Rwanda, de la côte rwandaise vers le Congo. Elle revenait au Rwanda, elle élevait ses enfants et puis elle les renvoyait à 12, 13, 14 ans pour apprendre l'idéologie. Elle restait là-bas. J'ai rencontré multitude d'enfants, pas mal d'enfants qui disaient, bon, moi je suis né au Rwanda, à tel endroit, et ils parlaient de la formule de l'existence du Rwanda maintenant, donc Umudugudu, Kagari et tout consort. Donc, ça veut dire que ce sont des enfants récents qui sont partis là-bas. Donc, ils connaissent vraiment la formule rwandaise et qui sont là-bas. Donc, ces enfants s'y portent la formule rwandaise au Congo et qui rencontrent les gens qui ont préparé et commis le génocide. Et connecter cette formule avec l'idéologie du génocide, tu vois bien ce qu'il advient, quoi, à la fin. Ouais. Et alors, Dr Alex Mvuka, vous connaissez beaucoup la sous-région, vous avez fait des recherches là-dessus.
est-ce qu'on peut trouver des éléments qui montrent qu'il y a du soutien apporté à ces forces dont nous parlons, qui sont les FDLR? Oui, bien sûr. Adeline vient de mentionner des points importants. On peut aussi ajouter le fait que les FDLR, dès le début, ils ont été approchés dans un environnement très propice, un environnement que Mobutu voulait à tout prix le faire retourner. Oui. Il les a intégrés dans l'armée à ce moment-là. Il y avait plus de 35 000 combattants, des militaires, mais aussi plus de 80 000 des interamoués qui sont devenus des FDLR. Ils ont été immédiatement assimilés ou bien intégrés dans la force zaïroise à ce moment-là. Depuis ce temps, plusieurs régimes qui trouvaient que l'armée nationale n'était pas vraiment adéquate, ils impliquaient les FDLR parce que ils avaient la motivation justement de l'idéologie des génocides. Ils avaient une motivation de combattre. Ça, c'est une partie, donc l'intégration. L'autre partie, c'est le phénomène Ouazalendo. Le phénomène Ouazalendo ne devrait pas être vu comme des combattants des groupes armés congolais. C'est un phénomène qui est né de l'idéologie des génocides. Et la plupart des membres de ce Ouazalendo, c'est les FDLR. Et ça, c'est le réseau. L'autre partie qu'on peut vraiment quantifier, bien sûr, c'est l'idéologie avec le message de haine, qui, dans les 30 ans, c'était constant. L'idée politique qui tiennent des messages de haine du genre de ce que nous avons vu pendant les génocides contre les Tutsis. Il faut tuer les Tutsis sont des serpents, il faut les renvoyer d'où ils sont venus, le même message. Donc ça, c'est la troisième partie. Quatrième partie, c'est bien sûr l'idéologie. Ce qui est vraiment plus grande, l'idéologie qui est enseignée dans les écoles. On a vu dans la vidéo, bien sûr, Jessica va parler de ça, mais on peut citer beaucoup des aspects, et bien sûr, nous avons des informations des commandants des FDLR qui sont maintenant impliqués dans la guerre, dans la violence contre les Banyamulenge au Sud Kivu, et soutenus par beaucoup des acteurs, notamment le gouvernement congolais et le gouvernement burundais. Oui, vous nous parlez donc de ce soutien, de l'appui que les FDLR ont reçu. Madame Jessica, je sais que vous avez aussi beaucoup travaillé sur ce problème des FDLR. Et est-il vrai que les FDLR ont été appuyés par les gouvernements qui se sont succédés en RDC? Et surtout, ils ont eu l'autorisation, l'aval, d'exploiter les minerais de la République démocratique du Congo. Vous en savez quelque chose? Cette discussion est toujours intéressante parce qu'on me demande beaucoup en France, aux États-Unis, où j'ai passé 2 ans, ces 2 dernières années, comment ça se fait que ça continue? Tu nous dis, Jessica, que l'idéologie continue dans la région. Oui. Et les gens me posent la question comme si c'était quelque chose d'extraordinaire qu'on n'a jamais vu. Et c'est là que je me rends compte que la compréhension sur ce qu'est même une idéologie échappe à de nombreuses personnes. L'idéologie anti-Tutsi, déjà, elle ne nous appartient pas. Oui. Elle a été construite en Europe, à partir des universités anglaises, belges, allemandes, françaises, qui ont créé ces sous-catégories raciales propres au continent africain. Ces idéologies, elles ont été manipulées sur l'entièreté du continent. Au Rwanda, bien sûr, ça a pris la forme que nous connaissons, jusqu'au génocide contre les Tutsis, mais ça a été utilisé pendant toutes les colonisations dans cette grande région des Grands Lacs et de l'Est. Tout de même, aussi, avant le génocide, au Burundi, au Congo, dans les pays limitrophes, les missions diplomatiques de Kayibanda, d'Abiyarimana avaient cette mission d'inculquer l'idéologie par les églises, par les coopératives artisanales, agricoles, par énormément de biais. Donc quand on demande un peu naïvement pourquoi il y a cette idéologie, pourquoi il y a ces FDLR, c'est vraiment qu'on ne comprend pas ce qu'est une idéologie et comment ça fonctionne, parce que c'est de la pure logique. On n'arrête pas une idéologie avec les armes.
Oui. On peut libérer, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas beaucoup quand je dis ça, mais on peut libérer des espaces régionaux par les armes si on ne fait pas ce travail éducatif et politique de combattre l'idéologie amitique, si on ne fait pas ce travail politique et éducatif de dire aux Congolais, aux Rwandais, aux Burundais, en fait, vous n'êtes pas des nègres. Le préalable à accepter l'idéologie du génocide, c'est d'accepter d'être un nègre, sachant que le nègre a été pensé depuis l'Europe pour être un sous-homme. Oui. Et quand on est un sous-homme, quand on accepte d'être un sous-homme, la seule manière de s'échapper de cette malédiction, c'est d'aller tuer son frère, pour se rapprocher un peu plus du blanc, pour se rapprocher un peu plus d'une humanité complète. Donc, oui, les FDLR existent toujours, parce qu'il y a toujours cette volonté dans la région de maintenir des populations entières dans ce statut sous-humain de nègres, pour pouvoir mieux les manipuler, pour pouvoir mieux les monter les uns contre les autres, et pour pouvoir mieux, au final, se répartir cet immense gâteau qui est malheureusement la République démocratique du Congo. Et les FDLR sont un petit peu je ne veux pas les faire passer pour des victimes, mais c'est aussi les dindons de la farce. Ces gens, leurs familles, les femmes, les hommes, les enfants ne vivront jamais bien. Ils seront toujours les instruments, les petits pions qu'on déplace, qu'on envoie aller mourir pour les intérêts de personnes qui, au final, pour la plupart, ne vivent même pas sur le continent. Oui. Pour les exploitants belges, chinois, canadiens, et on peut en citer bien d'autres. Donc ces FDLR, ils sont soutenus de toutes parts, parce que c'est un système qui nous dépasse, qui va bien au-delà de la région des Grands Lacs. Et alors, Alex, Madame Jessica vient de souligner un élément important. L'idéologie génocidaire va bien au-delà de la sous-région et l'appui au FDLR ne s'arrête pas à la sous-région. Mais si nous commençons par la sous-région elle-même, pourquoi ces groupes, ces forces génocidaires, FDLR, on a beaucoup parlé de leur neutralisation. Pourquoi cette option peine à se concrétiser? Il y a quelles forces qui rendent impossible cette neutralisation des FDLR? En fait, il y a beaucoup d'obstacles. Le premier, c'est vraiment la volonté politique du gouvernement congolais. Oui. Est-ce qu'ils ont vraiment la volonté de neutraliser les FDLR? Parce que ils sont les maîtres, ils sont les soutiens de l'FDLR. C'est comme si on demandait à neutraliser le gouvernement congolais. Donc ça fait partie du système de gouvernance. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est vraiment la capacité des forces, voilà, forces armées, de neutraliser les FDLR. Est-ce qu'après tout ce temps, plus de 30 ans, les FDLR ont eu un soutien, ont été intégrés dans la communauté, dans les communautés à l'est du Congo, mais aussi dans d'autres parties du pays. Et est-ce que l'armée congolaise, qui travaille étroitement avec ces forces, ils ont la capacité de neutraliser ces forces? Non. Trois, il y a l'aspect des renseignements, justement, qui va avec le deuxième point. Ces gens, ils se sont intégrés dans la communauté, ils ont changé les noms, ils ont changé les langues. Il y a eu bien sûr de nouveaux venus qui sont nés, ils sont maintenant 30 ans, ils sont nés au Congo. D'autres qui sont venus du Rwanda, ils avaient peut-être 5 à 10 ans. Immédiatement assimilés dans la communauté congolaise, ils ont resté avec l'idéologie, mais ils ont changé tout. Ça devient pour un gouvernement qui est failli, où il n'y a pas la loi, où d'autres aspects de gouvernance sont faillis. Donc, ce n'est pas facile à identifier ces individus qui sont dans les échelons de l'armée congolaise. Alors, c'est ça en fait les trois aspects. Le quatrième aspect, c'est le fait que les solutions viennent de l'extérieur. Ce n'est pas des solutions que le Congo s'approprie. Oui. Aujourd'hui, je le dis souvent, il y a bien sûr ce qui se disent publiquement, mais ce qui se font, c'est autre chose. Donc, bien sûr, il peut y avoir des déclarations à Washington, il peut y avoir des déclarations dans beaucoup de processus de paix, mais le problème, c'est est-ce que, en réalité, pratiquement, le Congo trouve ça comme un problème. C'est pas un problème. Les FDLR sont plus forts que même l'armée congolaise.
Les FDLR peuvent désarmer l'armée congolaise. Je pense que c'est un mot très fort, mais c'est tout ça ce qui fait que la neutralisation devient difficile. Comment ils peuvent les identifier partout? Ils vont bien sûr créer un cantonnement. Ils vont mobiliser les gens dans la rue avec des bois pour dire, écoute, on les haït. C'est ce que vous voulez, le médiateur. Et c'est ça en fait. Le problème du Congo, la solution est d'abord aux Congolais. Tous les processus de paix qu'il y a eu à Sun City depuis 2002-2004 jusqu'à maintenant, il n'y a pas un gouvernement fort ou bien des institutions fortes pour exécuter les solutions. Voilà, c'est pourquoi d'autres partis dans des conflits, ils sont là. Voilà, la communauté africaine, la région des Grands Lacs, l'Union africaine, les Nations Unies. C'est pourquoi les Nations Unies n'ont jamais eu de solutions tangibles. Parce que on ne peut pas ajouter quelque chose à 0. S'il y a 1, on peut ajouter 1. Oui. Ça veut dire 11. Donc il y a 0, donc c'est toujours 0. Voilà, je m'excuse, c'est un peu banal, mais c'est ça l'explication de pourquoi la neutralisation devient difficile. Merci. Et alors, si je reviens à vous, Madame Adeline, vous avez mené des recherches en RDC en tant que journaliste d'investigation. Comment est-ce que les FDLR ont réussi à survivre en RDC depuis des années, il y a maintenant près de 30 ans? Qu'est-ce qui a fait que les FDLR puissent vraiment gagner du terrain, survivre, continuer à vivre normalement en RDC, d'après ce que vous avez constaté sur le terrain? D'accord, c'est une bonne question. Cette longévité est basée, je dirais, sur plusieurs facteurs. Tout d'abord, le facteur que le Congo, c'est un pays très vaste, où tout le monde peut se faufiler et vivre comme ça, incognito. Il peut faire sa vie, quoi. Donc, sans que... Et puis, la constitution ou bien la construction du gouvernement n'est pas vraiment favorable au traçage ou bien pour tracer chaque individu qui vit sur ce territoire, vit son étendue. Oui. Et il y a aussi... qu'ils ont bénéficié des minéraux, comme le docteur Alex il a dit, et même Jessica l'a évoqué, qu'ils ont bénéficié de l'existence des minéraux et de l'accès facile à ces minéraux. J'ajouterais aussi la déforestation qui, pour le commerce du charbon, qui fait vraiment beaucoup d'argent à ces gens. Et je vous dis, franchement parlant, ces gens n'ont pas vraiment un grand appui financier de l'étranger, de l'extérieur. Ça vient d'eux-mêmes. Donc ce n'est pas l'argent qui vient de l'extérieur? Non, moi j'ai fait... ça peut venir de l'extérieur, il y a beaucoup d'argent même de l'extérieur, mais c'est plutôt eux qui font vivre leur famille à l'étranger. En exploitant les ressources sur place. En exploitant les ressources sur place. Les minéraux et le charbon. Et le charbon, c'est vraiment grand, d'ailleurs beaucoup plus productif que les minéraux chez eux. Les taxations illégales aussi. Oui, les taxations illégales, tu vois, donc ils font des barrières. Oui. Et tu tombes sur la barrière, tous tes biens sont partis comme ça en l'air. Tu as travaillé toute ta vie. Et puis aussi, il y a des recherches que j'ai faites et puis des témoignages que j'ai recueillis depuis la population qui est toujours victime de tout ce saccagement à la fin. Donc, c'est pas la population qui crée ça et tout ça, mais bon, c'est elles qui deviennent victimes, quoi. Et tu vois que ces gens, ils s'approvisionnent beaucoup en taxation illégale, en charbon et en minerais. C'est les 3 facteurs qui sont très, très forts, importants pour la survie de ces gens. Il y a aussi les alliances locales et internationales, bien sûr, je ne dois pas oublier ça. Donc, quand tu regardes, par exemple, la Belgique, comment elle s'est bâtie vraiment fort,
pour pouvoir soutenir ces gens, pour que la communauté internationale soutienne ces gens, sachant bien qu'ils ne sont pas vraiment en train d'aider les FARDC, plutôt les FDLR qui sont d'ailleurs les leaders des FARDC. Si tu regardes vraiment la formule ou bien la construction des FARDC. Il y a un appui de la part des autorités de la République démocratique du Congo, mais il y a un appui également international. Ouais. Avant que le docteur Alex nous parle des manœuvres qui sont inventées en RDC pour occulter cette menace qui constitue les FDLR, je voudrais que, Madame Jessica, vous nous parliez un peu de cet appui international. Pourquoi des voix internationales ne se lèvent pas contre les FDLR? On voit il y a des organisations qui publient des rapports ces derniers temps en accusant le Rwanda d'être à la base de ce malheur congolais, de soutenir le M23. Et Adeline vient de nous parler de l'exploitation des ressources de la RDC par les FDLR. Pourquoi il y a ce silence quand les FDLR exploitent ces minerais ou ne dit rien? Pourquoi ce silence? Comment comprendre cette attitude de poids de mesure, disons? Pour répondre à cette question, il faut revenir un petit peu en arrière avec l'histoire. Et l'histoire politique de notre région. Je ramène toujours un petit peu tout à la colonisation, mais il y a un livre qui m'a particulièrement fascinée ces dernières années, c'est Orientalisme d'Edouard Saïd, qui explique bien comment, pour accompagner le processus colonial, les puissances coloniales avaient besoin de se servir d'à peu près tout. En premier lieu, des universités, des universitaires dans leur pays, en Europe, et de les former en fait à la compréhension des mondes obscurs qui allaient être dominés. Et évidemment, il ne les formait pas uniquement à la compréhension de ces mondes dits obscurs, il les formait à la déformation de nos histoires, de nos mémoires, de nos héritages. Oui. Et cette déformation, elle a un but purement politique et ça marche sur des décennies et des décennies avec des cercles de chercheurs qui s'auto-valident les uns les autres et qui forment ce qui s'appelle, ce qu'Edouard Saïd a appelé une bibliothèque. Qui en fait est indémontable parce que tu arrives en tant que chercheur issu de ta propre région avec ton savoir organique et tu essaies de combattre ça et on te répond mais qui es-tu? Oui. Qui es-tu pour contredire un tel, un tel, un tel et un tel et un tel et un tel qui a publié X livres et articles. Oui. Donc ça c'est une chose et souvent on a tendance à l'analyser avec un côté un peu actuel en se disant que c'est des choses qui sont très récentes ou qui sont propres uniquement à notre histoire. Mais c'est historique. Ça a toujours fonctionné comme ça pour ce qu'on dit l'Orient et pour le continent africain. Donc Mudimbe, aussi un philosophe politique, a travaillé sur l'africanisme et sur cette même dynamique de chercheurs qui s'auto-valident en cercle fermé et qui nous expliquent à nous Africains, votre pays c'est comme ci, c'est comme ça, vos identités sont comme ça, vos ethnies c'est ça, ça et ça, et les races fonctionnent comme ci. Et il y a aussi le problème des chercheurs qui sont issus de la région et qui ensuite s'auto-orientalisent ou s'auto-africanisent en allant dans ces universités étrangères et en acceptant en fait cette doxa raciste. Donc on est aujourd'hui dans une continuité de ce problème avec des chercheurs qui fonctionnent de la même manière et qui vont informer l'ONU dans ces soi-disant groupes d'experts. Oui. Et en fait, quand on lit ces chercheurs, j'ai même pas envie de les nommer parce qu'il n'y en a pas un, il n'y en a pas deux, en fait, il y en a 50. Il y en a qui sont plus ou moins connus, mais ils sont très nombreux. Et quand on va voir leurs notes de bas de page, leur bibliographie, en fait, ils nous citent du Naïmana, des génocidaires. Qui ont été condamnés. Et ils citent ça sans critique, sans regard critique aucun, comme une parole de vérité. Oui. Et donc, parce que Naïmana a dit ceci et ça, voilà ce qui se passe aujourd'hui dans la région des Grands Lacs. Ça devrait choquer tout le monde, mais ça ne choque pas à cause de cette bibliothèque, comme elle est construite. Si on essaie d'attaquer un auteur qui fait partie de ces réseaux fermés et s'auto-validants, en fait, c'est nous qui passons pour des fous. Et la même chose fonctionne dans les cercles journalistiques. La même chose fonctionne dans les cercles des ONG. Il y a beaucoup
de lien entre les journalistes, le monde politique, le monde journalistique et le monde des ONG. C'est des mondes aussi qui s'auto-nourrissent. Quand tu finis une carrière en politique, tu peux finir directeur régional d'Amnesty. Et donc toutes ces théories qui ont servi à la colonisation, à la néocolonisation, aux exploitations, elles finissent par pénétrer bien évidemment les cercles humanitaires dits humanistes qui vont vraiment appuyer tous ces discours et les rendre mainstream, avec maintenant, comme on le connaît, les réseaux sociaux, les vidéos TikTok, les vidéos Instagram, les choses qui sont très virales, qui partent comme ça et qui finissent avec des 300 000 likes, des partages, et qui sont validées par le fait qu'au final, tout le monde le dit. Donc ce n'est pas parce que personne ne le sait, c'est bien connu, mais on le fait intentionnellement. Nous allons revenir à vous, Madame Jessica, mais Alex, vous parlez souvent de ces théories qui ont été inventées pour essayer d'occulter cette menace des FDLR. De quoi s'agit-il exactement, surtout en RDC, avant de parler de l'extérieur? Si vous permettez, je voulais ajouter quelque chose sur l'analyse pertinente que Jessica vient de faire. En fait, les acteurs qui produisent l'information en recherche, ils sont devenus, ils font partie des conflits régionaux. Et bien sûr, le Congo, qui est vraiment un intérêt international, qui a pris la haine comme un mode de vie, du fait de ces faits, ces gens qui produisent la recherche, ces gens qui produisent l'information, ils se sentent qu'ils doivent absolument s'aligner à la politique de Kinshasa pour ne pas être chassés. Alors, pour revenir à la question que vous venez de me poser, je m'excuse. Oui. On commence juste après le génocide contre les Tutsis. Il y a eu une théorie des doubles génocides. C'est là, c'est expiré. Bon, il y a encore des chercheurs qui s'appuient à ça. Oui. Ils se disent, écoute, il y a eu, en fait, ils se basent sur les conditions humanitaires dans le cas des réfugiés, à Mugunga, à Kibumba, et puis bien sûr le déplacement que les réfugiés faisaient vers Kisangani, vers le Butu. Et ça fait qu'il y a eu beaucoup d'encre. Ils ont écrit sur le double génocide. Oui. Alors après, c'était plus ça. C'était le rappel. Là, je rappelle que c'est une théorie qui n'a pas tenu parce que les tribunaux internationaux, le TPIR, et même les tribunaux européens, que ce soit en Belgique et surtout en France ces derniers temps avec la cour d'assises qui juge les présumés génocidaires, cette théorie n'a jamais tenu. Et d'ailleurs, dans tous les procès tenus en France, tous les procès se sont terminés par des condamnations. Personne n'a été acquitté à la cour d'assises et il y avait surtout les témoins de la défense qui développaient ces théories qui n'ont pas pu convaincre la cour. Donc, bien sûr, ça ne tenait pas du tout. Et ils doivent comprendre justement la définition, l'intention de tuer un groupe entièrement ou bien en partie. Alors, ce qui faisait qu'ils développent ce genre de théorie, c'est qu'à l'est du Congo surtout, ou bien au Congo généralement, avec les extrémistes politiques, ils n'ont jamais accepté qu'il y ait un génocide contre le Tutsi au Rwanda. Justement, ça va avec la haine contre le Tutsi dans la région. Ils se disent que la reconnaissance du génocide contre le Tutsi au Rwanda, c'est presque un privilège qu'on a donné aux gens qui donc ils n'ont pas le droit d'avoir une compassion, d'être victime. C'était ça déjà la théorie qui vraiment soutenait ce qu'on dit de double génocide. Alors, qui a été rejeté. Deuxièmement, il y a eu le rapport mapping qui a été fait. Les méthodologies sont contentieuses, mais quand même, ils ont inclus tout depuis les années début de 1993 jusqu'en 2003. Oui. Alors, mais ils utilisent ces rapports, ils n'ont pas lu ces rapports, qui a plus de 500 pages. Ils tirent des parties comme le massacre de Kasika, de Makobola et de Katogota. Donc, c'est les trois qui sont devenus des instruments qui se disent, écoute, le rapport mapping, donc ça veut dire, ça doit être une stratégie de négationnisme du génocide contre les Tutsis. Donc là c'est la deuxième théorie. Troisième, aujourd'hui, on attend une théorie des génocoste, un concept
inventé en 2013 avec un groupe de diaspora à Londres. Mais récemment, en 2022, parce qu'il y a eu des tensions diplomatiques entre le Congo et le Rwanda, le gouvernement à Kinshasa, en 2022, c'est vraiment récent, ils ont pris une date, le 2 août, pour commémorer le mort pendant le 30 ans. Mais ce concept est devenu l'instrument pour s'attaquer au Rwanda. Est devenu l'instrument pour non seulement se dire, écoute, le crime d'exploitation économique, ce qu'ils disent, donc le génocide, donc c'est vraiment un génocide, mais aussi lié à l'exploitation, au gain ou bien aux intérêts économiques. Ils se disent, écoute, il y a des contradictions. Ils se disent, ils excluent la Belgique, qui était là pendant 60 ans. Ils excluent le roi Léopold, qui a exploité le Congo pendant 12 ans. Il y a eu des morts, plus de 6 millions, on parle, dans la partie de l'Équateur. Oui. Ils excluent la corruption qui a rendu des gens misérables et des morts. Ils excluent d'autres pays qui faisaient partie des conflits à l'est du Congo dans les 30 ans derniers. Ils excluent les rébellions, d'autres rébellions, ou bien d'autres pays voisins, le Burundi, l'Ouganda. Ils excluent d'autres acteurs qui faisaient partie de ces rébellions. Donc, ça est devenu un outil pour s'attaquer au Rwanda et pour s'attaquer aux Tutsis. Donc, c'est un concept qui, chaque année, maintenant, depuis 2022, qui devient un instrument international comme le campagne diplomatique pour impliquer le Rwanda dans les affaires du Congo. Alors, ce que je peux dire là-dessus, c'est qu'aujourd'hui, il y a une organisation qui s'appelle FONAREV, vraiment dans les débats controversiaux, avec des détournements de fonds. Ils ont collecté 216 millions de dollars pour appuyer les victimes des soins des génocides. Seulement 2,5% ont été utilisés pour aider les femmes. Et c'est ça l'organisation qui est derrière ce génocide. Oui. Et voilà, donc ça est devenu une théorie non seulement de négationnisme contre du génocide contre les Tutsis, mais aussi un instrument pour présenter le Rwanda comme le vilain, pour présenter le Tutsi comme les responsables de ce qui s'est passé au Congo. Voilà. Donc une théorie pour cacher certaines responsabilités. Madame Adeline, en menant des recherches en République démocratique du Congo, est-ce que vous avez pu trouver des éléments matériels qui montrent que réellement les FDLR sont à la base de ce malheur congolais, de cette insécurité à l'intérieur même de la RDC, la population qui est maltraitée? Est-ce que vous avez pu tomber sur des éléments matériels qui le prouvent? Bien, absolument. Je suis tombée sur beaucoup de matériaux et même durant tout ce qui s'est passé à Goma récemment d'ailleurs, je suis tombée sur beaucoup trop de choses, même des documents vraiment écrits de la participation de la MONUSCO, FRDC, FDLR, cette coalition qui était vraiment importante. Et puis, donc, quand je parle de Rutshuru, par exemple, Bouiza et tout ça, Tongo, Kishiché, quel malheur j'ai eu pour aboutir à cette information. Est-ce qu'il y a vraiment des FDLR qui sèment la pagaille? Est-ce que vraiment les FDLR font partie... Alors, Adèle, sans vous couper la parole, est-ce que vous avez rencontré les populations locales qui vous ont témoigné des exactions des FDLR? Absolument, absolument. Si tu rentres dans les témoignages ou bien dans les rapports que j'ai faits ou bien dans les reportages que j'ai faits moi-même, tu vois que j'ai parlé beaucoup avec la population locale. J'ai parlé beaucoup avec les autorités locales. J'ai parlé beaucoup avec les FDLR en soi. Les FDLR armés. Merci. Le docteur Alex vient de nous parler du concept de génocide inventé
en RDC. Madame Jessica, est-ce qu'il y a un lien entre un tel concept et la propagation de l'idéologie génocidaire? Un lien direct. Je réfléchis en ce moment sur le concept de négationnisme et des fois il faut que je me rappelle que c'est un concept juridique pour le bien de mes recherches, parce qu'en fait le négationnisme c'est l'idéologie du génocide. Oui. C'est une continuation. Comme je disais plus tôt, les armes n'arrêtent pas l'idéologie, donc l'idéologie a continué. Et on se rappelle peut-être que pendant le génocide contre les Tutsis, en 1994, la radio RTLM diffusait de la désinformation sous la forme d'une accusation en miroir. Elle disait que tous les corps qu'on voyait au Rwanda, les tueries, les massacres, le génocide, c'était les Tutsis qui les effectuaient. Oui. Des fois, les journalistes s'exclamaient en disant « Mon Dieu, des horreurs qu'on trouve dans ce pays, les corps qui descendent dans les rivières, les flots de sang. » Et ensuite, ils disaient « C'est le FPR. Ça, c'est déjà l'accusation en miroir, c'est déjà une forme de théorie du double génocide. Et ils se disaient que s'il y avait des violences de l'autre côté, c'était une forme de fureur spontanée. À la fin du génocide, c'est François Mitterrand qui officialise la théorie du double génocide et qui dit « les génocides » dans une fameuse conférence de presse au sein de laquelle Patrick de Saint-Exupéry lui a répondu « Qu'est-ce que vous entendez par les génocides ?» Et en fait, c'est une continuité totale et une construction à mi-chemin entre l'accusation en miroir et face à la victoire du FPR, cette ensuite construction d'un autre génocide qui est devenu nécessaire. Au début, c'était le génocide qu'ils ont créé, le génocide des Hutus par les Tutsis, mais ensuite, comme il y a eu ces immenses camps au Zaïre installés par l'opération Turquoise, installés par l'ONU, c'est devenu le génocide des Hutus, des Bantous, des Congolais, tout s'est un petit peu mélangé. Oui. Et là où peut-être je vais un petit peu nuancer, je ne trouve pas que la théorie du double génocide, elle se soit éteinte ou qu'elle n'ait pas été possible, parce qu'en fait, elle est partout. Oui. Elle est en filigrane dans les reportages de France 24 et RFI, elle est dans les articles du journal Le Monde constamment, elle est aussi également dans ces fameux rapports d'ONG, Global Witness or Human Rights Watch, de façon constante et appuyée et élaborée. Ils sont juste assez intelligents pour ne pas dire les gros mots double génocide, mais ils emploient tout le langage qui suggère un génocide. Donc c'est extrêmement pervers. Et à la fin, dire génocoste, ben, c'est une autre stratégie en fait. C'est continuer à essayer de manipuler l'opinion en disant non, 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 nous ne sommes pas des négationnistes, nous ne sommes pas des mitterrandiens, nous ne sommes pas des moboutistes, ni des biarimanistes ou whatever. Nous sommes des gens qui dénoncent un problème qui existe. C'est pour ça qu'en fait, il y a cette stratégie de changer de nom. Tout comme un beau jour, on va se réveiller, les FDLR auront changé de nom. Bien sûr. Et il faut qu'on soit prêt à ça. C'est dans le processus. Et d'ailleurs, dans le processus, le docteur Alex ils sont en train nous de disait que faire. certains des éléments ont été incorporés dans ce qu'ils ont appelé les Wazalendo, les Oui. Et donc congolais. il faut qu'on fasse très attention à la question des éléments de langage parce que la communication, l'information, c'est le pouvoir. Et souvent, on a tendance à leur courir après leur nouvelle stratégie alors qu'on devrait plutôt les anticiper. Par exemple, si les FDLR changent de nom, il faut qu'on refuse de les appeler autre chose. Il faut qu'on dise maintenant, ça suffit. Vous n'allez pas, comme le parti de Victoire Ingabire qui a changé de nom, on ne sait plus combien de fois, du coup, quand on essaie de dénoncer la continuation de l'idéologie du génocide par ces réseaux-là, nous-mêmes, on se perd en disant, vous comprenez, le FDU, Nkinigi, c'était avant ci, et avant c'était ça. En fait, au bout d'un moment, ça suffit, les FDLR, c'est les FDLR, Génocos, c'est la théorie du double génocide, et on ne doit plus les laisser prendre une avance stratégique sur ce combat-là. Docteur Alex, vous soutenez donc que ce concept, c'est purement une instrumentalisation politique? Bien sûr. Déjà, le temps de lancer la commémoration. Avant ce temps, le président Tshisekedi est venu à Kigali. Il a copié-collé même le symbole de commémoration du génocide contre les Tutsis. En 2022, il lance cette commémoration et c'est l'accusation du Rwanda. Ça va avec la politique aujourd'hui ou la diplomatie qui existe aujourd'hui autour des conflits dans la région et puis l'appui des génocidaires, les FDLR. Et si vous voyez les contradictions dedans,
le fait qu'il y ait la nature sélective de ce qu'on définit comme un génocide sur base de l'exploitation économique. Si vous partez de cette définition, immédiatement, les acteurs de l'exploitation économique, ils doivent inclure aussi les corporations internationales qui ont pillé le Congo. Ils doivent aussi inclure le colon, la colonisation, donc la Belgique et le roi King Léopold II. Il faut inclure aussi tous les pays qui ont été impliqués dans le conflit au Congo. Il faut inclure tous les acteurs qui sont d'ailleurs à 80%. 80% des acteurs politiques qui ont fait partie des rébellions, AFDL, RCD et d'autres, ils sont à Kinshasa. Jean-Pierre Bemba vient, qui est aujourd'hui le député, le vice-premier ministre, il va dans les commémorations, voilà, ils se tiennent le bras avec le ministre Eva Bazaïba, qui faisait partie des MLC. Si vraiment c'est vraiment les Génocostes qui accusent ces rébellions, pourquoi les acteurs de ces rébellions, les chefs de ces rébellions, sont à Kinshasa, ils sont voilà, sains et saufs, ils ne sont pas impliqués dans la justice, et du coup, c'est seulement le Rwanda, et pourtant l'Ouganda faisait partie du soutien de ces rébellions, et le Burundi aujourd'hui sont des partenaires avec le Congo, et ils sont bien, c'est beau. Oui. Et le Zimbabwe, l'Angola, l'Afrique du Sud qui a soutenu le conflit récemment, tous ces gens, ils sont pas impliqués. Donc, pour finir, ça c'est un instrument politique contre le Rwanda, contre le Tutsi. Et justement, comme mon ami Jessica vient de le dire, c'est vraiment une nouvelle théorie des doubles génocides. Ils se disent, écoute, c'est un privilège qu'il existe un génocide qui est reconnu chez nos ennemis. Et donc, nous devons avoir notre version. Et voilà. Et je suis allé à Genève il n'y a pas longtemps, justement dans cette campagne de Génocostes. J'étais dans la salle des Nations Unies. Et j'ai vu les photos, ce qui m'a choqué, j'ai vu les photos qu'ils utilisent pour appuyer qu'il y a eu un génocide au Congo, que le Rwanda était le responsable. Les photos, c'était des Tutsis congolais qui ont été persécutés. C'était des Banyamulenge, c'était des Tutsis, des Nord-Kivu. C'était ça, les photos. Donc, ils n'ont même pas honte d'utiliser les images des victimes comme si c'était les bourreaux. Et aujourd'hui, au centre des campagnes politiques du président Tshisekedi en 2023, au centre c'était « je vais changer le régime à Kigali ». Au centre c'était « je vais chasser les infiltrés », justement comme mes collègues les ont dit. Les infiltrés c'est quoi? C'est le mot rwandais. Quand on dit le mot rwandais, on dit Tutsis. Quand on dit le Rwanda, on ne sous-attend pas le pays, on sous-attend les gens. Et les gens de certaines catégories. Et voilà, autour de cette campagne de Génocostes, autour de ce concept, c'est effectivement la théorie ou bien l'idéologie des génocides contre le Tutsi qui continue à se partager, à se disséminer au Congo. Voilà. Et sur ce point, Madame Jessica, donc vous soutenez que ce concept ne peut pas avoir vraiment une base solide compte tenu de la définition, disons, scientifique de ce que c'est un génocide. Oui, déjà, je dois avouer, j'ai toujours beaucoup de mal à retenir leur concept de génocoste. Pourquoi coste? Qu'est-ce que ça veut dire? Mais bref, pour moi, c'est pas très intéressant. Et effectivement, un génocide, c'est un crime qui est commis par un État. C'est un crime qui doit viser un groupe pour ce qu'il est et qui vise l'extermination. Et aujourd'hui, s'il y a une population des populations qui sont visées au Congo par des politiques de nettoyage ethnique et de génocide, c'est tout ce qui est IMA, EMA affilié, donc les populations Tutsi. Et c'est absolument pas les Congolais, ça ne veut rien dire. Mais là où Tshisekedi est fort, comme l'était Habyarimana de son temps, c'est vraiment dans la manipulation de l'opinion publique et dans l'utilisation de ces formes de trauma porn africain. On montre
on démontre une image misérabiliste du pays pour faire pleurer la ménagère européenne depuis son salon. Et en fait, c'est ce tout un groupe de personnalités congolaises font depuis des années et ça fonctionne. Celui que je suis allée écouter à New York, c'est le docteur Mukwege. Oui. J'ai vu tout un tas de personnes pleurer autour de moi par toutes ces choses qu'il racontait, qui sont en fait le calvaire des femmes Tutsi et identifiées Emma ou Ima au Congo. Et donc ce retournement à chaque fois des souffrances et des douleurs réelles et des cibles politiques réelles pour servir une sorte de confusionnisme qui sert à quoi? Juste à l'accumulation de richesses de quelques-uns, c'est complètement indécent. Puis il y a aussi ce côté, comme vous le disiez, docteur Alex, singerie de nos commémorations qui est absolument insupportable. En fait, ils se disent vraiment que nous, quand on commémore Kwibuka, c'est une blague. Qu'on fait ça pour attirer la sympathie, qu'on fait ça pour attirer des fonds ou je ne sais quoi. Et ils ne sont même pas capables de comprendre à quel point c'est une opération de résistance à l'idéologie du génocide. Ce qu'on fait, les commémorations que nous organisons au Rwanda. Et donc, eux, ils singent des commémorations avec des cercueils vides, des faux enterrements, l'utilisation de victimes qui ne sont pas celles qu'ils identifient, en se disant, nous aussi, en fait, on va utiliser ce privilège. Mais quel privilège? C'est indécent. Et on ne le dit pas assez à quel point il y a une indécence au plus haut niveau du pouvoir congolais et de leurs alliés, bien sûr, dans le monde. Oui. Je peux ajouter quelque chose, je m'excuse c'est la définition. En fait, il y a eu vraiment des pushbacks, il y a eu des réactions sur beaucoup des experts, c'est-à-dire, mais ça, c'est pas un génocide. Il faut avoir un groupe ciblé. Alors, du coup, ils sont sortis une théorie de se dire, écoute, il y a un génocide contre les Bantous. Il n'existe pas, moi j'ai fait l'anthropologie, il n'existe pas un groupe comme tel Bantou. Bantou, c'est des classifications linguistiques. Oui. Et donc, Kinyarwanda, ça fait partie de la classification linguistique Bantou. Oui. Et donc, les Tutsis, ceux qui parlent Kinyarwanda, tout le monde qui parle Kinyarwanda sont des Bantous. Oui. C'est vraiment des concepts importés de l'époque coloniale qu'ils se sont appropriés, qui ne tiennent pas. Comment il y a eu le ciblage des populations bantoues dans 400 tribus qui se trouvent au Congo. Donc, d'autres groupes, on ne peut pas définir un groupe pareil pour se dire que c'est une définition d'un génocide. Je m'excuse. Mais ce qui est intéressant, c'est l'accumulation de mensonges, en fait. Parce que dans certains cas, ils inventent aussi une langue Kihutu. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, des informations qu'on peut retrouver qui n'ont aucun sens. Aucun sens. Et sortent, en fait, c'est une façon de se dire, écoute, si on dit Kinyarwanda, ça veut dire on la partage avec les Tutsis. Donc, il faut qu'on développe une théorie unique aux gens que nous voulons, donc des bons et des mauvais. Il faut qu'ils sortent d'une association que nous partageons. Oui. Alors, nous acheminons vers la fin de notre émission. Pour terminer, Madame Adeline, vous avez recueilli des témoignages des gens qui vous ont parlé des exactions des FDLR sur les populations congolaises. Et d'après vous, dans vos analyses, pourquoi la RDC n'est pas sensible à cette misère causée par les FDLR à sa propre population? Et d'après vous, qu'est-ce qui fait que la RDC ferme toujours les yeux alors que sa population est en train de souffrir à cause des FDLR? Je commencerai par dire que plus un conflit devient complexe, plus il est simplifié et plus le public ne comprend plus rien du tout, quoi. Donc ça, c'est pour résumer tout ce que vous avez dit. Donc vous faites en sorte que le conflit soit complexe, que personne ne comprenne plus rien ce qui se passe, et plus le conflit devient un peu simplifié, que bon, il devient à la fin oublié, quoi, tu vois. Donc c'est ça qu'il cherche, c'est ça la formule qu'il cherche à établir pour que à la fin ce soit oublié, et que personne n'y prête plus attention, quoi. Et pour terminer, il faut que je dise que Seigneur, je dirais que un gouvernement qui n'est pas vraiment bien structuré et des gens qui sont... quand tu regardes depuis des années, personne ne s'est battu pour les intérêts de la population
du Congo. Personne. Tout le monde qui prend le relais, il se bat pour ses propres intérêts et pour les intérêts de sa propre famille. Oui. Et dire, retourner à ta question, alors qui va se battre pour les intérêts de la population, les intérêts communs de la population congolaise, c'est qu'il y a enfin un dirigeant qui soit conscient de la place qu'il occupe ou du sofa qu'il est en train d'occuper pour diriger cette population avec une détermination, avec un intérêt pour tous. Donc, tant qu'il n'y a pas cette structure, alors il n'y aura plus personne pour défendre cette population. C'est alors aux journalistes et à l'informateur de transformer cette réalité et de montrer ce qui se passe vraiment sur terrain. Et afin qu'il y ait quelqu'un, une personne, je me rappelle, je termine par l'histoire de ma fille qui m'appelle, qui me dit, ouais, bon, elle a maintenant 19 ans, et qui me dit, maman, pourquoi tu te bats seule sur terrain? Donc, c'était juste avant ce qui s'est passé à Goma. Moi et mon collègue Marc, on était vraiment les seuls journalistes qui partaient sur terrain et qui se battaient pour que la vérité se sache, tu vois. Et puis ma fille qui vient le matin, très tôt, 6 heures du matin, elle se lève, elle vient dans ma chambre et me dit, maman, pourquoi tu continues à te battre toute seule alors que tout le monde a laissé tomber cette région. Je me dis, mais même si je sois seule sur terrain à me battre, je vais continuer jusqu'à ce que quelqu'un d'autre comprenne enfin ce qui se passe sur terrain, qui commence à parler et qu'il y ait quelqu'un d'autre qui se rajoute, et à la fin, on sera beaucoup à parler. Donc, c'est à nous, aux journalistes, de parler et de montrer la vérité sur place pour que les choses changent. Lutter contre cette campagne de désinformation. Docteur Alex, pour terminer en quelques mots, unitaire attitude de cacher le visage des FDLR risque d'avoir quelles répercussions quelles conséquences sur la sécurité régionale et surtout sur la AIDC et ses problèmes. Le problème de l'FDLR, c'est du bombe à retardement. C'est du time bomb, comme on dit en anglais. Parce que ça s'est dégénéré pendant longtemps. Ça a eu l'appui énorme. Et aujourd'hui, nous vivons un moment où il y a des chercheurs qui s'appuient sur cette idéologie. On a un gouvernement qui appuie cette idéologie et non seulement l'appuyer, il y a l'opérationnalisation de l'idéologie avec le phénomène des groupes armés. Et ces groupes armés ne sont pas séparés du phénomène FDLR. Aujourd'hui, nous avons des pays dans la région qui soutiennent ces concepts. Oui. Et justement, on a touché un peu sur la métamorphose. Donc, ils sont en train de planifier changer les noms avec le fils de Habyarimana, de l'ancien président Habyarimana du Rwanda, pour qu'il y ait un autre nom. Et comme ça, ils essaient d'impliquer d'autres acteurs qui ne veulent pas s'associer à l'FDLR, mais qui détiennent l'idéologie de l'FDR. Alors, si la région, je l'ai toujours dit dans des conférences, ça c'est un problème régional. Ce n'est pas seulement un problème du Rwanda. Ce n'est pas un problème de la communauté de l'Est. Oui. C'est un problème africain. Donc, c'est un problème où un pays appuie une idéologie d'exterminer un groupe parce qu'ils sont tels. Et si le Rwanda aujourd'hui, on a ce débat, c'est parce que ça touche directement sur son histoire, ça touche directement sur son présent, ça touche automatiquement sur son futur. Alors c'est pas ça, c'est pas s'ingérer dans les affaires du Congo. Oui. C'est parce que les persécutions en cours au Nord Kivu, au Sud Kivu, c'est pas des persécutions isolées. C'est des persécutions qui sont liées immédiatement au génocide contre les Tutsis. Si aujourd'hui à Kinshasa, le Rwanda est le premier pays parmi les pays du monde qui est le sujet de débat. Oui. Voilà, je m'excuse. Et pour terminer, en quelques secondes, Jessica, quel impact de tels discours négationnistes risque-t-il d'avoir sur la sécurité de la sous-région et dans le monde?
C'est vraiment la question de la continuation du chaos. Parce que cette idéologie-là, on sait la force de frappe qu'elle a, on sait de quoi elle se nourrit, du désespoir, du sentiment d'infériorité profond que certaines personnes éprouvent dans la région. Donc laisser courir cette idéologie, la laisser se perpétuer, c'est extrêmement dangereux pour l'avenir, pour notre avenir à nous, celui de nos enfants, et pour la stabilité globale, que ce soit sécuritaire ou économique. Mais je voudrais terminer sur ce point. L'idéologie, elle n'est pas uniquement guidée par des besoins économiques, financiers. C'est aussi un fonctionnement psychologique, psychosocial qui est propre. Et ça, on l'oublie souvent en se disant, mais telle personne, quel est son intérêt, pourquoi elle s'allie avec, pourquoi elle partage ses histoires dans son média occidental, ou ça c'est juste un exemple, mais il n'y a pas toujours un intérêt direct. L'antitoutsisme, il a une fondation qui est liée à l'antisémitisme, et l'antisémitisme a des fondements qui sont multimillénaires. Oui. Il y a des personnes qui automatiquement croient à ce genre d'histoire, où qu'elles soient sur la planète. Donc c'est à nous de toujours déconstruire de manière plus fine, en s'ancrant dans l'histoire, toutes nos problématiques idéologiques dans la région. Merci, surtout que le génocide, c'est un crime contre l'humanité, ça ne concerne pas le Rwanda ou bien la sous-région seulement, c'est un crime contre l'humanité et ça devrait donc interpeller tout le monde. Espérons que tout le monde va prendre conscience de ce danger qui se présente pour la région et pour l'humanité et se mobiliser pour lutter contre cette campagne de désinformation et lutter contre le négationnisme et l'idéologie du génocide. Merci en tout cas à nos trois invités, Madame Adeline Moutoni, journaliste d'investigation, Alex Mvuka, spécialiste de la résolution des conflits, et Madame Jessica Mwiza, chercheuse doctorante en sociologie. Merci à tous d'avoir été avec nous tout au long de l'émission. C'est un plaisir, merci. Merci également à vous, mesdames et messieurs, qui avez suivi notre émission. Jean Damascène Manichimé, je serai ravi de vous retrouver prochainement pour un nouveau numéro de notre émission, majuscule Propos. La télévision rwandaise reste à votre compagnie.